Et si le cinéma de Scorsese n'avait jamais été aussi actuel? En novembre 2019, Scorsese a fait un choix, celui de vivre avec son temps. Tant pis pour ceux qui disent que Netflix n'était pas du cinéma, l'auteur de Taxi Driver et des Affranchis, à 77 ans seulement, a décidé de leur prouver le contraire. Alors oui, comment s'insurger contre Marvel et déserter les écrans de cinéma? Déjà, il faut rappeler que J. Richman est bien sorti au cinéma, ça oui, mais pas en France. Car comme vous le savez, la France est soumise à un inexplicable phénomène qui empêche les films de sortir en streaming et au cinéma en même temps. Les experts appellent ça la chronologie des médias. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que vraiment ça protège le cinéma? Le débat fait rage. Pour moi, ce film, il nous montre deux choses. C'est qu'à l'approche du 10e film et après plusieurs décennies de carrière, Scorsese sait se renouveler sans oublier son œuvre et que même sur le petit écran, on peut toujours faire du cinéma. Alors vaste question que qu'est-ce que le cinéma? Le cinéma, est-ce que c'est une salle avec un écran sur lequel est projeté à vive allure des images en 35 mm ou un coin de salon éclairé à la lueur d'un ordi bientôt déchargé? Nous n'allons pas trancher. Dire ce qu'est le cinéma, c'est se penser plus malin que tous les philosophes et analystes qui travaillent sur cette question depuis maintenant longtemps. Scorsese, avec The Irishman, nous montre une chose, c'est que la définition du 7e art est bien plus compliquée que ce que veulent nous faire croire les connaissances plus que discutables que nous avons en la matière. Car le bougre nous montre comment faire un film de cinéma pensé pour un écran de 13 pouces. Mieux, un film qui peut passer d'un écran de smartphone à une salle IMAX, aussi bien conçu pour les deux. Dans le cadrage, The Irishman tranche avec les autres films de Scorsese, car il privilégie en fait une échelle de plan plus rapprochée sur les personnages, rendant l'atmosphère beaucoup plus intimiste que ses précédents films. A l'inverse d'un Casino et à sa multitude de personnages n'en plus finir, Scorsese se concentre sur un trio toujours aussi bon à l'écran qui a déjà fait ses preuves. Joe Pesci, Robert De Niro, Al Pacino. Alors oui, même s'il n'y a rien à reprocher à cette bande d'irrésistibles, The Irishman a inquiété certains spectateurs pour sa durée. Bien que celle-ci de 3h30 n'ait rien d'insupportable pour son public déjà habitué au traditionnel 2h30 qu'impose le visionnage de ses films, 3h30 qui ne sont d'ailleurs rien, rappelons-le, à côté d'une série et qui n'aurait certainement même pas été visionnée si le film avait été diffusé en épisode sur Netflix. Pour autant, il faut le reconnaître, le film connaît certaines longueurs. Pas toujours déplaisantes, il est vrai, mais quelques longueurs quand même. Et ce parce que l'univers des films de Scorsese est complexe et souvent cela ne permet pas de tout comprendre au premier visionnage. Car le thème central du film est le temps. Il fallait bien évidemment s'y attendre avec un film dont l'histoire est centrée sur les souvenirs d'un vieil Irlandais retiré du milieu. Le film explore plusieurs paradoxes thématiques et nous plonge dans les questionnements du personnage, quête existentielle, doute, remords, même si celui-ci dit ne rien ressentir à ce sujet. Pourtant, le remords est bien présent chez Frank Sheeran qui cherchera à renouer les liens avec sa fille durant tout le film. L'une de ses filles délaissée au profit d'activités peu recommandables. The Irishman raconte avec brio la survie d'un homme qui, se refusant à la pauvreté, scelle un pacte avec la mafia qui va le pousser au pire. La photographie du film est selon moi la grande nouveauté. Elle est assez efficace par l'extrême précision qui semble avoir été apportée à son élaboration. Autant je trouve qu'elle donne un aspect lisse à certaines séquences et rend même certaines scènes assez lourdes. Scorsese nous donne encore une leçon sur l'emploi d'un steadicam et d'une station de montage, que les mouvements soient longs ou courts, que le montage soit cut ou en plan séquence, chaque plan brille de maîtrise. Bien évidemment, The Irishman mérite d'être regardé, et même sur Netflix, cependant il ne faut pas le regarder en épisode, mais vraiment d'une seule traite, comme Scorsese l'avait demandé. On change totalement d'univers et on revient en France avec un film qui s'appelle Seules les bêtes de Dominique Moll. Tout d'abord, ce film c'est un sacré tas de belles promesses. Un film qui réunit le génial Damien Bonnard, Denis Ménochet, Laure Calamy et surtout la très grande Valeria Bruni Tedeschi, est un film qui forcément s'assure une grande affiche. L'idée de perdre ensuite tout ce beau monde au milieu des montagnes saupoudrait le tout d'une intrigue policière et de personnages plus que crédibles et c'est gagné. En fait, pas tout à fait. Il est clair que Seules les bêtes est un film audacieux qui oscille entre séquences bouleversantes et anecdotiques. On pourra notamment penser à cette scène avec Damien Bonnard qui est un berger reclus et torturé qui, au contraire des charmes de Laure Calamy, va préférer les charmes du cadavre d'une inconnue, celui de Valeria Bruni Tedeschi. Par ailleurs, le parcours de chacun de ces personnages nous est conté. Leurs routes se croisent et se décroisent entre doute, masque, quiproquo, mensonge, et même si la grande vision du montage de Dominique Moll n'est pas à remettre en question, un insecte vient se glisser dans cette mécanique si parfaite. Les histoires entre elles ne se valent pas tout à fait, notamment l'histoire de l'agriculteur incarné par le très bon Denis Ménochet. Les quelques imperfections de ce film ne m'empêchent pas de vous le recommander.
Déjà parce que la forme est audacieuse pour un pays comme la France, pays aussi très bien exploité aussi bien par sa culture que son histoire sociale et aussi surtout que par ses paysages. Le décor, la lumière et l'atmosphère du film soutiennent le film et le maintiennent à flot malgré ses quelques défauts liés à l'intrigue. Je n'ai qu'une seule chose à dire, regardez-le. On change une nouvelle fois complètement de registre et on revient aux États-Unis avec Nashville de Robert Altman. Robert Altman est l'un des cinéastes qui ne mettent pas en scène la simple histoire d'un personnage ou même de 2 ou 3 personnages, puisqu'il est des cinéastes comme Altman qui choisissent de faire d'une ville leur personnage principal. Nashville est un film aux frontières de la fiction et du documentaire qui tente la périlleuse aventure de dresser le portrait le plus fidèle possible de l'Amérique des années 70. Le film atteint un niveau de perfection dans beaucoup de domaines, que ce soit dans les cadrages avec une image cinématographique et la manière quasi inexplicable du cinéaste d'arriver à raconter une histoire intimiste avec des plans larges. L'inventeur des films chorales nous livre ici une chorégraphie impressionnante de 2h41. L'un des grands paris du film est tout de même de tenir sur une telle durée sans aucun enjeu, tout en prenant soin tout de même de contenir bon nombre de rebondissements et de séquences impressionnantes qui feraient pâlir de jalousie tout fan de films de catastrophe. Nashville propose donc une immersion dans une époque qu'on a tous tendance à idéaliser, tout en montrant aussi bien les avantages que les travers. Opposant progressisme des années 60 au conservatisme, misogynie et féminisme et éternelle lutte entre riches et pauvres. Alors Nashville n'est pas un bon film en soi, en fait c'est la réunion d'une dizaine de bons films qui sont réunis en un seul. Ce film est complètement impossible à détester et à visionner donc de toute urgence. Voilà, c'était le 3e épisode des critiques sur cette chaîne, je vous conseille de vous abonner si vous voulez en voir d'autres. En attendant, portez-vous bien, regardez des films et surtout des bons, à bientôt.